Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. 72 heures après le séisme en Turquie et en Syrie, selon les derniers bilans, au moins 20 000 personnes sont mortes. L'heure est donc à la recherche de survivants, mais plus le temps passe, plus les chances de survie s'amenuisent. En parallèle, l'aide internationale continue d'arriver dans les deux pays. Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne, cette fois à Bruxelles. Invité d'honneur d'un Conseil européen, le président ukrainien a profité de sa venue pour demander aux 27 la livraison d'armes au plus vite. C'est la seconde fois que le président sort de l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Et enfin, le président érythréen nie toute violation des droits de l'homme dans la guerre qui opposait rebelles tigréens et gouvernement fédéral éthiopien. L'Érythrée est pourtant accusée par des ONG d'avoir soutenu l'offensive menée par Addis Abeba en novembre 2020. Voilà pour les titres. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter en Turquie et en Syrie. 3 jours après le séisme, les autorités recensent près de 20 000 morts. Et vous le savez, plus le temps passe, plus les chances de retrouver des personnes s'amoindrissent, d'après les secouristes. Laurent Leleu. Nous avons récupéré 10 corps. Les 20 autres restent sous les décombres. C'est inexprimable. Les mots me manquent. C'est tragique. Une famille entière s'en est allée. Et tous nos souvenirs sont enterrés avec eux. Les prochaines heures sont cruciales pour trouver des survivants. L'aide internationale qui a commencé à arriver en Turquie s'est immédiatement mise en œuvre dans un froid glacial pour continuer à chercher d'éventuels rescapés. Nous travaillons ensemble ici. Nous remercions les pays qui envoient les équipes en Turquie. Mais c'est pour le sauvetage, juste le sauvetage. Et après, que vont devenir ces gens qui ont tout perdu? Ils n'ont plus rien. Qui va les aider? Le président Erdogan, à qui on reproche un manque de réactivité, c'est que tous les regards sont tournés vers lui. Les réseaux sociaux turcs ont été inondés de messages de personnes qui se plaignent d'un manque d'efforts de secours et de recherche des victimes dans leur zone, en particulier dans la région d'Hatay, où il s'est rendu hier pour tenter de rassembler, à sa façon, le peuple turc. Cette période est la période de l'unité. C'est le temps de la solidarité. Dans une telle période, je ne digère pas les campagnes vicieusement négatives menées au nom de simples intérêts politiques. Si je ne portais pas la responsabilité de ma fonction, je ne parlerais pas comme ça aujourd'hui. Je parlerais bien différemment. Certains malhonnêtes, je le dis franchement, des malhonnêtes font campagne à Hatay en prétendant qu'il n'y a aucun militaire, aucun gendarme, aucun policier. Mais il s'agit de calomnies. Selon les responsables de l'agence turque de gestion des catastrophes, la FAD, plus d'1 million de personnes auraient été touchées par la catastrophe. Un chiffre qui devrait augmenter à mesure que les opérations de secours se poursuivent dans les zones les plus touchées. Et au lendemain du drame, l'aide internationale s'est mobilisée en faveur de la Turquie, mais également de la Syrie. Mais l'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie après le tremblement de terre risque d'être compliqué pour les ONG. Le plus difficile sera les territoires tenus par l'opposition à Bachar al-Assad. Pour l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Otto Pedersen, attention à ne pas politiser cette aide. Écoutez-le. L'intervention d'urgence ne doit pas être politisée. Nous devons au contraire nous concentrer sur ce qu'il faut faire d'urgence pour aider les hommes, les femmes et les enfants, ceux que nous pouvons encore sauver, ceux dont la vie est dévastée par l'un des tremblements de terre les plus catastrophiques que la région ait connus depuis environ un siècle. Et le Quai d'Orsay a annoncé ce jeudi la mise en place d'une aide d'urgence à la population syrienne de 12 millions d'euros. Une enveloppe destinée aux ONG œuvrant pour les interventions d'urgence dans les domaines de la santé, de la mise à l'abri, de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire. En parallèle, une contribution de 2 millions d'euros est en cours d'examen au titre de l'aide alimentaire programmée pour subvenir aux besoins alimentaires urgents des populations syriennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky achève sa mini-tournée européenne à Bruxelles. Invité d'honneur d'un sommet des 27, le chef de l'État a plaidé pour que ses alliés lui livrent des avions de combat au plus tôt, comme il l'a fait mercredi à Londres et à Paris. Laurent Leleu.
Ce jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli à bras ouverts à Bruxelles à son arrivée au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a été le premier à le saluer, écrivant sur Twitter « Bienvenue chez vous, bienvenue dans l'Union européenne ». Dear President Volodymyr Zelensky. Cher président Volodymyr Zelensky, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis touché de vous accueillir au sein du Conseil européen. Bienvenue dans l'UE, bienvenue chez vous. La visite du président marque une étape importante dans les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne. Longuement acclamé par les députés européens, sa présence à Bruxelles a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Dans son discours, Volodymyr Zelensky a remercié l'Europe pour son aide et l'a invité à aller encore plus loin. Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que nos agresseurs. Enfin, le chef d'État ukrainien a rappelé aux membres du Parlement européen ce qui est en jeu s'ils n'agissent pas maintenant, la sécurité et la stabilité de l'Europe elle-même. En s'unissant et en prenant des mesures décisives contre l'agression de la Russie, Volodymyr Zelensky est convaincu que l'Europe peut faire une réelle différence pour le futur des Européens. Et ouvrons à présent notre page Afrique de ce journal, direction Ouagadougou. Ce jeudi, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée se sont réunis dans la capitale burkinabé. Il s'agit pour eux de renforcer la coopération entre les trois pays dirigés par un régime militaire. Cette rencontre intervient 2 jours après la visite au Mali mardi du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a promis son aide à la région sahélo-saharienne et même aux pays riverains du golfe de Guinée. Paris, de son côté, tente de renforcer ses relations avec le Niger en passant notamment par le renforcement du partenariat avec la France et l'Union européenne. Un soutien apporté par la secrétaire d'État chargée de la Défense en visite à Niamey au Niger mercredi. Retour sur cette journée et ses annonces avec Souilas Bey. Renforcer la coopération franco-nigérienne, c'est le message porté par la France lors du Forum des affaires Union européenne-Niger qui s'est ouvert mercredi à Niamey. Aux côtés de son homologue portugais et président du Niger, Mohamed Bazoum, la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou, a exprimé son envie de renforcer le partenariat entre la France et l'Union européenne pour soutenir le Niger. Au Sahel, vous savez très bien, il y a aussi un partenariat au Niger entre l'Union européenne et le Niger, et alors que nous sommes allés à visiter, qui peut aussi vous expliquer mon collègue. Et alors on a discuté sur comment on peut renforcer ces partenariats. Depuis le retrait des troupes françaises au Mali et le départ forcé des militaires au Burkina Faso d'ici la fin du mois, la présence de la France au Sahel se réorganise. Depuis Niamey, la secrétaire d'État au développement a souligné la voie de la démocratie empruntée par le Niger. On a parlé aussi de la question de la sécurité régionale. Et bien sûr, nous sommes venus ici pour montrer que le Niger a fait le choix de la démocratie, il a fait des choix de partenaires internationaux. En novembre, l'Union européenne a annoncé qu'elle prévoyait de mettre sur pied une mission de partenariat militaire en 2023 pour aider à renforcer les forces armées du Niger dans leur combat contre les djihadistes. L'Érythrée est accusée de violation des droits de l'homme dans la région du Tigré. Faux, répond le président. Pourtant, les troupes érythréennes sont incriminées par les États-Unis et des ONG de défense des droits de l'homme d'avoir soutenu les forces gouvernementales éthiopiennes dans leur offensive lancée en novembre 2020 contre les autorités rebelles de la région du Tigré. Mathieu Nicolas. Sa dernière visite au Kenya remontait à 2018. À l'époque, c'était le début de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Aujourd'hui, Isaias Afwerki est de retour au Kenya. Nairobi est l'un des artisans de l'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré, un accord auquel l'Érythrée n'a pas participé. Son armée est toujours accusée de violation des droits de l'homme au Tigré, ce que son président
continue de nier. Je n'ai aucune intention d'intervenir dans cette affaire malgré la campagne de désinformation en cours, essayant de perturber le processus de paix en Éthiopie et essayant de créer un conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ce qui a été la norme pour ceux qui viennent promouvoir leurs agendas dans la région. Ça suffit. L'Éthiopie devra profiter de la paix. Le peuple éthiopien devra profiter de la paix. La paix, c'est bien ce que désirent les présidents William Ruto et Isaias Afwerki. Leur rencontre marque une nouvelle étape dans le rapprochement avec l'Érythrée, engagé par le chef de l'État kényan depuis son élection. En décembre déjà, William Ruto s'était rendu à Asmara et c'est à son initiative que son homologue érythréen était à Nairobi mercredi. Ce qu'il s'est passé à Pretoria et à Nairobi est la continuation des aspirations et des souhaits des peuples d'Éthiopie et de toute la région. Et l'Érythrée n'a aucun programme, aucun plan pour s'impliquer dans cette affaire sans l'autorisation du gouvernement éthiopien souverain. Autre preuve du rapprochement entre les deux pays, le chef de l'État kényan William Ruto souhaite également le retour du président Isaias Afwerki au sein de l'IGAD, l'autorité est-africaine pour le développement, un groupement de pays chargé de superviser l'accord de paix. Asmara l'avait quitté en 2007 à la suite de différends avec l'Éthiopie. Au Cameroun, le ministre des Finances a reçu en audience l'ambassadeur de Suisse dans le pays. Louis-Paul Metazeux et Martin Scrub ont ensemble évoqué les liens de coopération qui unissent ces deux pays frères et amis. Une amitié vieille de plus de 50 ans qu'ils entendent renforcer dans les différents domaines d'intervention de cette coopération. Compte rendu, Gaël Jacam et Cyril Guijoy. Le bal des audiences se poursuit au ministère des Finances. Après l'ambassadeur de la République tchèque au Cameroun il y a 3 jours, c'est au tour de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun de déposer ses valises dans ce département ministériel. Martin Scrub, reçu en audience par le ministre des Finances Louis-Paul Metazeux, est venu témoigner sa reconnaissance pour tous les efforts fournis par le Cameroun dans le cadre de cette coopération à travers le fonds mis sur pied il y a quelques années. C'est un fonds de contre-valeur qui était établi il y a déjà quelques années en arrière et qui arrive à sa fin maintenant. On va bientôt épuiser les fonds de ce fonds. On a discuté quelques détails plutôt de mise en œuvre de ce fonds, mais c'est sur le bon chemin. Occasion donnée aux deux personnalités d'explorer de nouvelles pistes pour un meilleur renforcement des liens d'amitié qui unissent le Cameroun à la Suisse, tant sur le plan sanitaire, éducationnel, médical qu'environnemental, dans lesquels est impliqué ce pays frère depuis des décennies. On est prêt à partager notre expérience. La Suisse est un pays de haute technologie et on a aussi discuté sur ça, quelles seraient les possibilités pour que le Cameroun puisse aussi acquérir ou participer à cette haute technologie. Audience qui aura duré plus d'1 heure d'horloge, de laquelle l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Martin Scrub, ressort satisfait tout en promettant de lendemains meilleurs pour cette amitié vieille de 56 ans dont la valeur économique est estimée à ce jour à plus de 15 milliards de francs CFA. C'est un ras-le-bol général qui plane en Afrique du Sud. Les coupures d'électricité se multiplient, plongeant parfois les Sud-Africains dans le noir jusqu'à 12 heures certains jours. Une situation qui prive différents secteurs de l'économie de suivre leur activité habituelle. Face à cette crise de l'énergie, les habitants attendent leur président au tournant. Émeric Torignan. Dans ce supermarché au sud de Johannesburg, ses employés sortent des rayons les produits avariés. Ils sont obligés de mettre des centaines d'invendus à la poubelle, faute d'électricité pour alimenter les réfrigérateurs. Face aux coupures intempestives de courant qui affectent toute l'Afrique du Sud, Joe, le patron de ce supermarché, s'inquiète pour son chiffre d'affaires. Nous pouvons gérer le magasin, ce qui est bien. Mais nous ne pouvons pas gérer l'ensemble du magasin. Cela affecte les ventes, car les clients ont tendance à moins acheter parce qu'ils s'inquiètent pour leur frigo à la maison. Nous vendons des produits frais, donc ils ne tiennent pas longtemps.
Fortune identique dans cette pizzeria. Ici, le groupe électrogène tourne à plein régime pour continuer à satisfaire la clientèle. Mais la situation devient de plus en plus intenable pour le gérant. Actuellement, il est devenu très difficile pour l'industrie alimentaire de maintenir un certain degré de qualité. Surtout quand il y a des coupures de courant, parfois 4 à 5 heures par jour. Comment payer mes travailleurs? Comment payer mon loyer? Comment continuer à acheter des actions? Très difficile. J'ai traversé une période stressante. Et je suis honnête, je ne mens pas en disant ça. Très stressante, où j'ai fini par avoir une crise cardiaque à cause du stress. Les coupures qui ont commencé fin 2022 ont ajouté de la difficulté économique aux 60 millions de Sud-Africains qui luttent contre l'augmentation du coût de la vie. Au Cap, pour lutter contre cette crise, la mairie a dû se doter de centaines de générateurs coûteux. Malgré tout, les petites entreprises continuent de souffrir des coupures incessantes de courant. Cela met une pression énorme sur toutes nos infrastructures de base et facilite le vol de câbles lorsque le courant est coupé. Financièrement aussi, l'impact est important. Nous devons acheter des centaines de générateurs, des millions de litres de diesel pour faire fonctionner ces générateurs. L'impact est très important. Ces coupures d'électricité durent jusqu'à près de 12 heures par jour. Ces dernières semaines, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, dont Johannesburg, à l'appel de l'opposition et des syndicats. Ce jeudi, les 60 millions de Sud-Africains privés d'électricité attendent le président Cyril Ramaphosa sur le sujet lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Les accidents de la route sont de plus en plus fréquents et meurtriers au Sénégal, et notamment depuis le début de l'année. Rien qu'en 2022, plus de 700 morts ont été comptabilisés. L'une des causes de ces accidents, la vétusté du parc automobile dans le secteur des transports en commun. Des véhicules qui, pour la plupart, ont déjà plusieurs décennies de vie, comme vous allez le constater à travers ce reportage signé Igor Couton. L'état de ces véhicules de transport en commun, communément appelés ici Ndiagandiaï, n'est pas une exception, c'est plutôt la règle. Les premiers véhicules qu'ils ont mis en circulation, c'était en 2005. Jusqu'à présent, le renouvellement est en cours. Et dans le secteur du transport, le parc est très vétus. Nous avons fait une étude au niveau du fonds pour le cadre d'intervention en vue du renouvellement du parc. Et on a constaté que plus de 45 000 véhicules ont entre 25 ans et 35 ans. Et pour les plus de 35 ans, on a aussi 45 000. Ça fait 90 000 véhicules qui sont en état de vétusté très avancé. Une vétusté qui contribue fortement au taux d'accidents sur les routes sénégalaises. Dans l'implication, en tout cas dans les facteurs d'accident, la vétusté du parc est très importante. Généralement, ils sont impliqués dans les accidents les plus graves et la nuit. Malgré la mise en place de plusieurs mécanismes et structures comme le Conseil exécutif des transports urbains ou le Fonds de développement des transports terrestres, l'équation du renouvellement du parc automobile dans le secteur des transports de personnes et de marchandises peine à être résolue. Il y a des efforts, bien vrai que nous avons besoin d'être renouvelés. Le parc est vétuste, ça nous le savons très bien, mais on ne peut pas le renouveler nous-mêmes. Parce qu'il faut la prime de casse. Vous retirez le vieux et vous remettez un neuf. C'est ce qu'on appelle la prime de casse. Bon, ce qui est prévu, c'est d'abord une approche systémique du transport parce que prenant comme véhicule le renouvellement. Et comme vous le savez, donc, le secteur des transports est très atomisé. Donc il y a plusieurs opérateurs qui n'ont pas plus de 2 véhicules ou des chauffeurs propriétaires. Ce qui fait qu'il y a un désordre. Donc ces opérateurs-là n'ont pas accès au crédit bancaire parce qu'ils font une exploitation artisanale et l'État veut les organiser en fêtières pour les former, les professionnaliser d'abord avant de changer le véhicule. En attendant le renouvellement de ces épaves roulants, les passagers, eux, continueront à en faire leur moyen de déplacement, priant que d'autres drames liés à l'état de ces voitures ne surviennent. Au Gabon, la concertation entre majorité et opposition débutera le 13 février. Au Burkina Faso, au moins 10 morts dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale et de nouvelles dates de mobilisation dans la réforme des retraites. C'est le reste de l'actualité réalisée par Souilas Bailly et Noël Dong.
Au Gabon, la concertation politique entre la majorité et l'opposition se tiendra dès le 13 février 2023. Elle doit permettre de préparer les prochaines échéances électorales dans le pays. Le chef de l'État gabonais avait annoncé la tenue de ce dialogue, dans la perspective notamment de la présidentielle d'août 2023, dans son allocution du 31 décembre dernier. Révision de la liste électorale, convoyage des urnes, comptage des votes, centralisation des résultats, les sujets ne manqueront pas. Une partie de l'opposition a déjà fait savoir qu'elle participerait à ce dialogue. D'autres, comme Jean Ping, candidat malheureux à la dernière présidentielle, annoncent leur boycott. Au moins 10 morts dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale dans l'ouest du Burkina Faso dans la nuit de mardi à mercredi. Des artisans miniers ont été coincés dans des galeries à Dohoun, une localité proche de la ville aurifère de Houndé. Le bilan actuel est de 10 morts dont les corps ont pu être extraits des décombres et de quelques blessés. Les recherches se poursuivent. Malgré l'interdiction de l'orpaillage, provoquant régulièrement des éboulements meurtriers, les autorités burkinabées peinent à contrôler l'exploitation sauvage de l'or, exercée par 1,2 million de personnes dans tout le pays, selon des chiffres officiels. En France, l'intersyndicale devrait annoncer samedi prochain de nouvelles journées de mobilisation à venir dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Ces 2 journées devraient se tenir les mardis 7 et mercredi 8 mars. Les syndicats ont déjà annoncé la tenue d'une nouvelle journée de mobilisation le 16 février prochain. Ces 2 journées seront les 6 et 7e journées de mobilisation depuis le début de la lutte contre la réforme des retraites. La tension monte d'un cran. Selon leur dernière déclaration, les syndicats envisagent de durcir le ton afin de ramener le gouvernement à la raison. Une note de culture à présent, à quelques semaines du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le comité d'organisation a animé une conférence de presse pour dévoiler le visuel de la 28e édition. À l'approche du lancement du festival, dans quel état d'esprit se trouvent les acteurs du cinéma burkinabé? Réponse avec notre correspondant local, Edem Aibla. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, comme chaque 2 ans, fait son retour du 25 février au 4 mars 2023. À quelques semaines de la tenue de la fête du cinéma africain au Burkina Faso, le comité d'organisation a dévoilé le visuel de cette 28e édition. On sort d'un FESPACO en moins de 2 ans, on avait tous peur, est-ce qu'on aura vraiment des films? Par exemple, au niveau du Burkina Faso, nous avons reçu 84 films et nous avons sélectionné une trentaine. Ce qui montre que la production, elle existe, elle est forte, elle est dynamique. Des films burkinabés, des films étrangers qui vont faire, qui vont pousser aussi à ces professionnels-là, à ces programmateurs de plateformes de télévision et de tout, circuit de programmation des films, de venir à Ouaga pour pouvoir les voir la première fois et espérer aussi les montrer dans ce festival-là. Ce qui revient à dire que le comité de sélection a fait un gros travail de fourmi et pour pouvoir vous présenter les pépites que nous verrons bien sûr à cette 28e édition. En cette année, près d'une trentaine de pays seront en compétition au pays des hommes intègres. Malgré le contexte d'insécurité, les professionnels du cinéma burkinabé et les cinéphiles gardent la tête froide. Je me prépare d'une manière tranquille et sereine, comme tout cinéaste bien sûr, parce qu'on fait confiance au comité d'organisation du FESPACO. Ce n'est pas leur première, ils étaient là depuis des années et tout, ils sont bien entourés. Donc l'année passée, le FESPACO s'est très bien passé, donc nous sommes confiants et sereins que cette année encore ça va bien se passer. Donc pas d'inquiétude en fait à ce niveau. On a foi que le FESPACO va bien se passer, vu que le CIAO est déjà en cours. Pour cette 28e édition, nous attendons que tout se passe bien et en plus beaucoup de trophées. Voilà, et surtout que les talons d'or de Yenenga revient au Burkina Faso. Sur 1200 films proposés au comité de sélection, 170 films issus de 11 catégories vont concourir lors de cette édition. Considéré comme l'un des événements phares dédiés au cinéma africain, le FESPACO avait été suspendu pendant la pandémie. Sa 27e édition, prévue pour février 2021, s'est tenue en octobre. Cette fois, tout semble en place pour que la 28e édition se tienne comme prévu du 25 février au 4 mars 2023. Pour la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, le Burkina Faso, pays hôte, a désigné le Togo comme invité d'honneur. Et quittons-nous sur cette image de l'opéra de Sydney qui est habillé d'un ruban noir en solidarité avec les victimes du séisme meurtrier en Turquie et en Syrie, une image symbolique alors que l'aide internationale continue d'affluer dans les 2 pays.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télé Sud.